bonjour. Cette vidéo pour vous parler de mon nouveau livre, Sionisme et mondialisme, avec un sous-titre, Le sionisme de ses origines au Troisième Reich, 1895-1941, aux éditions Nouvelle Terre. Le livre vient de sortir, vient de paraître. Alors, je vous invite à vous le procurer aux éditions Nouvelle Terre. Il est en prévente. Sur Amazon, ils n'ont pas encore mis la couverture du livre et il est présenté comme actuellement disponible, mais rassurez-vous, c'est temporaire. Dans très peu de temps, ça va être disponible sur Amazon. Cependant, pour l'avoir plus rapidement, adressez-vous donc au directeur des éditions Nouvelle Terre et là, vous aurez le livre. Bon, ainsi que mon autre livre, qui est donc Archives du mondialisme, le tome 2. Alors, le livre, donc, Sionisme et mondialisme. Voyez-vous, j'ai fait ce livre parce que j'avais déjà, dans mon livre Archives du mondialisme, aux éditions Nouvelle Terre, évoqué le démarrage du sionisme, dans le chapitre 4. Et d'ailleurs, je ferai tout à l'heure deux petites citations. Et j'ai voulu étudier ce thème absolument capital qui concerne certes le monde juif, les mondes juifs, parce qu'en fait c'est un monde fractionné, mais aussi les États européens, les États-Unis, le monde entier, le monde musulman, et la France en particulier. Alors, présentation générale, c'est un livre qui fait environ 500 pages. Il y a 280 pages de rédaction de ma part, et vous avez environ 220 pages composées d'annexes, 27 au total. En fait, ces annexes sont des pièces d'archives essentiellement en langue allemande, il y en a un peu en anglais, il y en a même une en latin, mais que ce soit allemand, anglais, latin, ces pièces d'archives sont toutes traduites en français. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le livre est un peu épais. Toutes traduites en français, parce que j'ai voulu d'abord sauver ces pièces d'archives, les originaux. C'est une manière aussi de prouver la véracité des faits que j'apporte, et puis les traduire pour ceux qui ne sont pas germanophones ou anglophones. Bon. Le livre Sionisme et mondialisme, le sionisme de ses origines au Troisième Reich, 1895-1941. Une étude, à ma connaissance, qui n'a jamais été faite, du moins en langue française. Parce que le livre, dans la partie rédigée, donc les 280 pages, se subdivise en deux parties. La première partie est consacrée à Theodor Herzl, le fondateur du sionisme, situé dans le temps, 1860-1904, il est mort jeune, à 44 ans, problème cardiaque. Et la chose qui n'a jamais été faite et qui me tenait à cœur depuis des années, c'était de lire, d'obtenir les carnets complets de Theodor Herzl. Certes, j'avais des extraits à titre personnel dans ma bibliothèque, mais les carnets complets, introuvables. Il m'a fallu des années pour les trouver. Et j'ai pu donc trouver ces carnets en 5 volumes, 2000 pages. Et dans cette première partie de mon sionisme et mondialisme, j'ai fait une sorte de super de synthèse de ces 2000 pages, des carnets complets de Theodor Herzl. Ces carnets sont au sionisme ce que la Bible est au christianisme, le Coran à l'islam ou encore Mein Kampf au nazisme. J'ai besoin d'aide, je suis pris dans une drôle de manigance. Là, j'ai besoin d'aide. Oh, je faisais des 40 sur 40 à l'école, moi. L'année où j'ai fait la main en cuivre, où on l'expose avec l'école, je l'ai fait avec ma prof de français, Madame Laurence Oussov, en 2010-2011 à l'Athénée Royal de la Rive Gauche. Ouais, j'ai fait 40 sur 40 à l'examen de technique chez Monsieur Lavia. C'est l'examen le plus dur. Quand j'ai fait le permis camion, et le troisième examen, c'est un examen théorique, il est oral, il est 10 questions. J'ai fait 10 sur 10, j'ai tous les documents, les gars. Je suis pas si bête. C'est-à-dire que lorsque vous lisez les carnets complets, vous avez une compréhension complète de ce qu'est le sionisme, l'âme du sionisme. Et je peux vous dire à titre Qu'est-ce que le cancer sioniste personnel, les carnets complets de Herzl, j'utilise un terme un peu particulier ou étonnant, m'ont bouleversé par les révélations. Il y a des passages qui sont atomiques. Parce qu'on a une compréhension du monde avant 1914, une compréhension des mondes juifs, le sionisme n'étant qu'une fraction de ce monde juif. On a une étude des rivalités internes, que ce soit en Autriche, en Allemagne, en Russie, l'Empire ottoman, l'Empire britannique, la France. Et
on a une compréhension de ce qui va ce qui va suivre après ces événements, après la mort de Herzl. Et en 2020, nous vivons, si je puis dire, sur cet acquis, parce que la situation de 2020 n'est que la conséquence des événements de la Première Guerre mondiale annoncés déjà par Herzl. La Première Guerre mondiale, c'est une guerre entre clans sionistes, et il le dit lui-même. Bon, en tout cas, il le prévient. Alors, ces carnets, d'un point de vue général, qu'est-ce qu'ils annoncent? Carnet commencé en 1895, terminé en mai 1904. Il meurt début juillet 1904. Ces carnets, en fait, c'est l'annonce, la volonté de créer un État juif. Et un État juif qui se trouve à l'époque avec, comment dire, l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, c'est la Turquie actuelle, plus de vastes territoires de la péninsule arabique. Et l'objectif de Herzl et de ses disciples, c'est de vouloir créer cet État juif, que la diaspora juive puisse s'établir dans cet État. Et les carnets révèlent que la finalité du sionisme, c'est, et je cite Herzl, je tiens à vous dire déjà que pour mon livre, vous avez à peu près 802 bas de page, j'ai dû bétonner, parce que vraiment, en raison du côté délicat du sujet, il valait mieux être prudent. L'objectif de Herzl, il écrit tout net dans ses carnets, c'est de créer un État juif au sein d'un monde unifié, d'une humanité une, donc un monde sans frontières, en faisant disparaître, comme il écrit lui-même, l'idée de patriotisme au sein des nations. Donc vous voyez que la création de l'État d'Israël va de pair avec une gouvernance mondiale et la disparition du patriotisme au sein des nations. Et il va plus loin, puisque vous avez une rivalité entre deux empires, enfin, on peut dire déjà trois, mais en fait deux essentiellement, l'Empire allemand, empire terrestre, et l'Empire britannique, empire maritime. Il faudrait rajouter un troisième empire, l'Empire russe. Et c'est très intéressant de voir que Theodor Herzl, qui est autrichien de naissance, va balancer entre ces deux mondes, entre ces deux puissances, essayer d'attirer à lui les faveurs du pouvoir politique britannique, les faveurs du pouvoir politique allemand. Et il y a une chose qui se passe à la fin du XIXe siècle, c'est la volonté des autorités allemandes de construire, ça j'en ai déjà parlé dans Atlas du mondialisme, qui va être, je le dis tout de suite, réédité, réimprimé d'ici quelques semaines. Normalement pour la rentrée c'est bon. Déjà dans Atlas du mondialisme, j'explique que l'histoire du Bagdad Ban, c'est cette immense voie ferrée qui avait été élaborée par donc, les autorités politiques, économiques et militaires allemandes, qui partaient de Hambourg, traversaient l'Allemagne, l'Empire d'Autriche-Hongrie, la Serbie, ça c'était le talon d'Achille, puis ensuite l'Empire ottoman, et ça zigzaguait pour traverser la Mésopotamie, l'actuel Irak, jusqu'au Golfe Persique, le Châtel arabe, hein, le Koweït, ces coins-là. Bon. Et l'objectif de l'Empire allemand, c'était de contrôler la production, d'abord l'acheminement, la production et l'acheminement du pétrole, en sachant que le pétrole n'a été véritablement produit dans cette zone-là qu'après la Première Guerre mondiale, mais déjà donc, comment dire, des études géologiques avaient été faites qui montraient qu'il y avait d'immenses réserves de pétrole qui allaient donc prendre la place du charbon. Et donc le pays qui contrôlait la production et l'acheminement de ce pétrole contrôlait donc le robinet de pétrole et contrôlait donc et assure en tout cas une suprématie sur les autres pays. Et Berlin voulait donc assurer une place, sa place au soleil, face à l'empire thalassocratique britannique. Et les Anglais, évidemment, étaient archi contre. Le Bagdad Ban, c'était un oléoduc sur rail. Voilà, pour faire court. À cela s'ajoutait évidemment la volonté de la part de Berlin, en lien avec l'Autriche-Hongrie, de créer un sorte de bloc politico-économique militaire, Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire ottoman, sous la férule de Berlin, et tout ça aux dépens du monde britannique et incidemment aussi du monde russe. Bon. Donc ce fameux Bagdad Ban était un élément clé contre les hydrocarbures donc et de toute la zone stratégique, et qui plus est, les Allemands voulaient construire une base navale au niveau de l'actuel Koweït pour aller ensuite enquiquiner les Anglais avec les Indes, enfin l'Inde, la perte de l'Empire. Et donc Herzl va jongler entre ces deux mondes. C'est ce qu'il raconte dans ses carnets. Il jongle entre ses volontés impériales allemandes et ses volontés impériales britanniques. Et c'est celui qui se montrera le plus habile, le plus offrant, qui verra donc Herzl, qui fera en sorte qu'Herzl finalement rejoindra tel ou tel groupe. Mais en fait, cela se verra surtout après sa mort. Mais déjà, il y a des indications.
Les carnets complets commencent en 1895 et il faut mettre ça aussi en liaison avec la rédaction d'un livre qui paraît au même moment, le livre d'Herzl qui est Der Judenstaat. Der Judenstaat, traduction littérale en français, l'État des Juifs, c'est au pluriel, Judenstaat. Et il explique donc déjà dans son livre la volonté de créer cet État juif. Et ces explications sont bien plus larges dans ses carnets. Le fait de lire ces carnets, je vous dis, il y a des moments passionnants, bouleversants, révélateurs. Herzl est un homme hors norme. Et lors du premier congrès sioniste tenu en Suisse, à Bâle, en 1897, il va réussir ce congrès, qui est un succès, et il va écrire une phrase dans ses carnets qui est absolument extraordinaire. J'ai la citation. Il a écrit, 1897, « À Bâle, j'ai fondé l'État juif. » Si je disais cela publiquement aujourd'hui, la réponse serait un rire universel. Dans 5 ans peut-être, dans 50 ans sûrement, tout le monde le reconnaîtra. Écrit dans ses carnets en 1897, suite donc à ce congrès de Bâle, pas 50 ans, 51 ans après, 1948, effectivement, création de l'État hébreu. Il y a un côté visionnaire chez le bonhomme. Et dans ces carnets complets, il y avait en annexe la reproduction en allemand de cet écrit. Et cette annexe représentant donc les écrits de Herzl, avec ce passage donc, que je vous ai cité, In Basel habe ich den Judenstaat gegründet, etc. Eh bien, c'est dans l'annexe, dans une des annexes de mon livre, Sionisme et mondialisme, et normalement, vous devriez voir aussi cette page apparaître sur l'écran pour illustrer donc mes propos. Donc, vraiment incroyable, ce Herzl. C'est un visionnaire. Donc, comme je vous l'ai dit, Herzl se rend compte que la création de cet État juif, en lien avec cette voie ferrée traversant l'Empire ottoman, la Mésopotamie, jusqu'au Golfe Persique, donc l'aspect géostratégique avec les implications militaires, le pétrole, il sait que tout va se jouer entre le monde allemand ou le monde anglo-saxon, entre Berlin et la City de Londres. Il a parfaitement compris cela. Et lors d'une entrevue avec le grand-duc de Bade, le grand-duc de Bade était un conseiller intime de l'empereur Guillaume II, du Kaiser, Theodor Herzl tient des propos où il montre qu'il a pigé tous les enjeux. Et la citation que je vais vous donner de Herzl, tirée de ses carnets du 15 décembre 1898, montre bien que l'avenir du sionisme va se jouer entre Berlin et Londres, mais il précise une chose, que le problème, c'est qu'au sein du monde juif et du monde sioniste, vous avez une partie de ce monde sioniste qui est pour Berlin, et une autre partie du monde sioniste qui est pour Londres, la cité de Londres. Et ces deux clans juifs sionistes se font guerre. Et indirectement, ça annonce la guerre de 14, la rivalité entre deux mondes, deux blocs de factions juives sionistes. Je cite Herzl, donc, suite à son entretien avec le grand-duc de Bade. Afin que cela ne devienne pas fastidieux, je donnerai, arrivé à ce point, la conclusion de ces diverses successions d'idées. Écoutez bien, la question est, devons-nous obtenir une protection allemande ou anglaise? Déjà, il pose le sujet. Le protectorat de toute autre puissance est à présent hors de question. Aujourd'hui, notre mouvement est orienté vers un protectorat allemand. Compte tenu de la bonne fortune qui m'a permis de prendre contact avec Votre Altesse Royale, donc il s'adresse au grand-duc de Bade, ceci a été une pensée constante, chose à laquelle je suis naturellement enclin, de par mon éducation et de par ma qualité d'homme de lettres allemand, que nous devons axer nos efforts afin d'obtenir la protection de l'Empire allemand et de la loi allemande. L'inclination de la politique allemande, récemment reconnue, de prendre pied plus à l'Est, l'intérêt religieux et politique de la part de Sa Majesté l'Empereur, Guillaume II, concernant la terre de nos pères, le fait notoire que l'influence allemande en Turquie est devenue prédominante, tout cela, écoutez bien ce passage, tout cela a renforcé au sein de notre mouvement l'opinion que je représente en opposition avec ceux considérant une protection anglaise comme souhaitable. Donc, il y a déjà au sein du mouvement sioniste, chapeauté par Herzl, deux branches rivales.
Il continue. Il convient de prendre une décision à brève échéance. Maintenant, je crois fermement que même dans l'éventualité de l'établissement d'une société foncière, en vertu du droit civil, avec son siège en Angleterre, cela n'exclut pas la possibilité d'avoir un règlement établi sous l'égide d'une protection allemande dans le cadre du droit international et à une date ultérieure, écoutez ce passage, et à une date ultérieure, peut-être une sorte de coprotectorat germano-anglais. Peut-être une sorte de protectorat germano-anglais, mais qui peut prévoir les complications et les difficultés qui pourraient alors surgir. Toute cette entreprise oscillerait entre deux, voire plusieurs puissances. Donc vous voyez que Herzl a pigé que tout va se jouer entre Berlin et Londres, l'Empire allemand et l'Empire britannique, et que au sein de son mouvement sioniste, il y a deux factions sionistes qui s'opposent. La faction sioniste allemande qui veut l'État juif avec cette voie ferrée et le contrôle des hydrocarbures sous la direction de Berlin, puis l'autre faction juive sioniste qui, elle, veut la même chose, mais sous la direction de la City de Londres. Tout est résumé dans ce passage. Alors, Herzl, vous verrez cela dans la première partie que j'ai synthétisée des 2000 pages de carnet complet de Herzl, il jongle en permanence entre ces deux mondes. En fait, il va essayer de se vendre au plus offrant. Et à un moment donné, face aux Anglais, quand je dis aux Anglais, aux autorités politiques anglaises, Lord Salisbury par exemple, il va tenir des propos d'une puissance, extrêmement révélateur, où il dit en gros aux Anglais, aux autorités politiques anglaises, que si vous nous servez, nous les juifs sionistes, pour la création de cet État juif, avec tous les éléments que vous avez cités précédemment, voie ferrée, contrôle du pétrole, il dit en gros, les juifs seront reconnaissants à l'égard du monde britannique et seront vos agents. Et je vais vous faire la citation exacte. Citation donc de Theodor Herzl au début de l'année 1902. Je cite Herzl. Il y a, selon une estimation prudente, 10 millions de juifs dans le monde entier. Il ne leur sera pas partout permis de porter ouvertement les couleurs de l'Angleterre, mais ils porteront tous l'Angleterre dans leur cœur si, par un tel acte, ce pays devient la puissance protectrice du peuple juif. D'un coup, l'Angleterre obtiendra 10 millions de sujets actifs et discrets, mais loyaux, dans tous les domaines de la vie et dans le monde entier. Ils vendent, en parlant des Juifs, ils vendent des aiguilles et du fil dans beaucoup de petits villages de l'Est, la Russie essentiellement. Mais ils sont aussi d'importants marchands, industriels, agents de change, savants et artistes et journalistes et tant d'autres choses. Dès le signal donné, ils se placeront tous de même au service de la généreuse nation qui leur a apporté l'aide si longuement désirée. L'Angleterre obtiendra 10 millions d'agents pour sa grandeur et son influence. Et l'impact de ce genre de choses se répand habituellement de la politique à l'économie. Ce n'est sûrement pas une exagération de dire que le juif achètera et propagera plus facilement les produits d'un pays qui a apporté un bienfait au peuple juif que ceux d'un pays dans lequel les juifs sont maltraités. Puisse le gouvernement anglais reconnaître l'intérêt qu'il y a à gagner à sa cause, le peuple juif. C'est extraordinaire, et croyez-moi, il n'y a pas que ça comme passage extraordinaire. En tout cas, Herzl va tout faire pour amener à la réussite de ce projet, mais il va taper à toutes les portes. Certes, il s'adresse en priorité à l'Allemagne et à Londres, à l'Angleterre, mais il va aussi s'adresser au monde autrichien, au monde russe, au monde français et à l'Empire ottoman. Et c'est ça qui est frappant, très moderne dans ces carnets. On a un éclairage, non pas de l'état profond, mais des états profonds. Parce que je vous ai dit qu'il y avait des factions diverses au sein du monde juif, et en particulier au sein du monde sioniste, une branche pro-Berlin et l'autre pro-Londres, pro-anglaise. Mais en fait, on se rend compte que ce phénomène existe dans tous les pays européens, russes, autrichiens, etc., et qu'il y a des rivalités entre factions juives
au sein de ces pays et qui se tapent entre elles. Vous avez des factions juives pro-Herzl et puis d'autres qui sont violemment anti-Herzl. Et quand je dis violemment, les termes qu'utilise Herzl dans ses joutes verbales avec ces milieux-là, c'est épouvantable. Et les propos tenus par les factions juives opposées à Herzl, c'est épouvantable. À un moment donné, Herzl écrit qu'il n'a plus qu'assez des propos de la vilainie, c'est le terme qu'il utilise. Et il ajoute même ce passage que si ça continue comme ça, si cette vilainie de la part de certains clans juifs à son égard continue à ce rythme-là, il ajoute dans ses carnets qu'il va devenir le plus grand de tous les antisémites. J'ai mis la référence, croyez-moi. Bon, mais il y a une chose, c'est que dans cette histoire, il y a un élément clé, c'est la famille Rothschild. Et plus précisément, la famille Rothschild, avec Nathan de Rothschild de Londres. Les Rothschild de Paris jouent aussi un rôle, mais ça, je n'en parlerai pas, enfin, c'est dans mes livres. C'est le clan Rothschild de Londres qui va jouer un rôle capital. Et cette famille, Nathan Rothschild en particulier de Londres, s'oppose farouchement à Herzl. Il faut voir, lire les termes utilisés par Herzl pour parler de Rothschild. Si je m'amuse à écrire comme ça, je suis poursuivi en justice. Et chose très intéressante, malgré cette bagarre à mort entre Herzl et Rothschild, à un moment donné, il va avoir une entente entre ces deux. C'est bien simple, Herzl il ramène manger chez Rothschild, Nathan Rothschild à Londres, et il va avoir un accord. Et je peux vous dire que les Rothschild de Londres n'ont pas été très clairs, enfin je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui a été préparé et rédigé entre Nathan de Rothschild de Londres et Herzl, c'est extraordinaire. Je ne vous le dis pas. Si je vais simplement publier les originaux des lettres de Herzl adressées à Rothschild, puis les réponses de ce dernier, Herzl. En tout cas, le projet de Herzl, création d'un État juif avec une idée de voie de communication et de production de pétrole à contrôler en Mésopotamie, le projet est bien lancé. Il meurt le 3 juillet 1904 à 44 ans de problème cardiaque, mais une chose est sûre, son idéal est bien lancé. C'est même l'élément clé qui va déterminer la Première Guerre mondiale. Le coup d'Alsace-Lorraine, ça n'était que la carotte devant les Français et les Allemands. En fait, la cause profonde, véritable de la Première Guerre mondiale, c'est l'opposition entre le monde juif sioniste allemand et le monde juif sioniste anglais pour le contrôle des zones d'hydrocarbures, la création de l'État d'Israël. Et la Première Guerre mondiale voit les choses se mettre en place avec, en 1917, la déclaration Balfour, c'est-à-dire la reconnaissance par le gouvernement britannique d'un foyer juif en Palestine. Cette déclaration Balfour est la première étape, en 1917, permettant donc la création d'un foyer juif en Palestine, sous l'égide, la reconnaissance en tout cas du gouvernement britannique. Bon. Et d'ailleurs, cette Palestine sera donc placée sous mandat britannique, avec la reconnaissance de la SDN, la Société des Nations, dès 1922. En fait, ça avait commencé à vendre dès l'année 1920 avec le haut commissaire anglais Herbert Samuel, qui était le neveu du banquier Montagu, qui lui-même avait travaillé avec Theodor Herzl. Vous voyez, il y a des transmissions comme ça de généalogie idéologique. L'entre-deux-guerres, donc vous avez une Allemagne qui était battue et qui va être terrassée par la crise économique de 1929. Et ça va vraiment jouer un très grand rôle. Une misère noire, les Allemands ont vraiment souffert. Tout simplement, les Allemands sont morts de faim durant la crise de 1929. Et ceci explique beaucoup l'arrivée d'Adolf Hitler en janvier 1933 au pouvoir. Alors, en raison quand même du caractère antisémite du régime nazi, il suffit de lire les articles 4, 5 et 8, je crois, du programme nazi, il y a eu de la part des instances juives mondiales une réaction plus que vive, puisque ces instances juives mondiales, que ce soit l'Angleterre, les États-Unis, etc., ont voulu établir un boycott. Et ça, c'est un élément capital, puisque l'économie allemande était déjà bien affaiblie. Le fait d'établir un boycott bloquant les exportations allemandes du Made in Germany, c'était tout simplement
la mise à mort de l'économie allemande et par ricochet l'effondrement du régime nazi. Hitler n'aurait pas tenu. Si Hitler a été élu, c'est que les Allemands espéraient voir en lui un homme pour redresser la situation. Et donc, le boycott était vraiment mis à mort, hein, si vraiment il avait été appliqué dans son intégralité, chose qui n'a pas été faite totalement. En partie, oui, totalement, non. Alors, je développe tout ça dans mon livre, donc, Sionisme et mondialisme, mais déjà, pour vous montrer cette volonté d'une frange du monde juif voulant établir un boycott, et là aussi, je l'explique avec ceux qui voulaient l'appliquer avec férocité, et puis une autre frange qui voulait l'appliquer avec les apparences, il y a eu des nuances. Vous avez eu un journal britannique, le Daily Express, dans son édition du 24 mars 1933, qui a publié un article en première page qui était « La Judée déclare la guerre à l'Allemagne ». Alors déjà, ce document, je l'ai publié déjà donc dans mon livre « Archives du mondialisme » aux éditions Nouvelle Terre. Pour ceux qui l'ont, il est donc disponible. J'ai voulu le remettre donc dans mon livre Sionisme et mondialisme, parce que véritablement, il explique bien des choses. Alors, voilà donc l'original. Alors, je tiens à vous dire que l'original du Daily Express du 24 mars 1933, donc dans Archives mondialisme et à nouveau dans Sionisme et mondialisme, ce document, c'est l'authentique, parce qu'il y a des modèles qui sont sur Internet, qui ont été falsifiés, modifiés, qui sont faux. En fait, j'ai réussi à trouver l'original à la bibliothèque François Mitterrand. Voilà, l'original. D'ailleurs, on le voit, le papier est fatigué, il est noirci, un peu déchiré sur le côté, mais c'est l'original. Donc, on a la preuve, une montée de boycott du monde juif, mais je tiens à préciser, avec toutes les nuances entre ceux qui voulaient un boycott violent, d'autres apparents. Une faute de temps, et puis c'est parce qu'il faut vous laisser découvrir le livre, vous verrez qu'il n'y a pas un monde juif, il y a des mondes juifs. Comme il n'y a pas eu un monde nazi, il y a eu des mondes nazis. Parce que vous avez eu des rivalités au sein de différentes factions nazies face au boycott. Là aussi, très intéressant. Bon. Alors, en raison de ces volontés de boycott, proclamées dans le Daily Express du 24 mars 1933, vous avez eu une réaction d'Adolf Hitler, avec des premières mesures antisémites, avec en particulier le port de l'étoile jaune. Bon. Et il est très intéressant de voir, quand je dis très intéressant, le mot est faible, c'est passionnant, de voir la réaction de la Fédération sioniste allemande. Il faut savoir que vous avez donc la Fédération sioniste allemande, des différentes fédérations sionistes dans différents pays, avec une maison mère, qui est l'organisation sioniste mondiale, qui a son siège à Londres. Mais la Fédération sioniste allemande était concernée par, donc, évidemment, l'arrivée du nazisme, et cette Fédération sioniste allemande avait un journal qui s'appelait le Jüdische Rundschau. J'ai pu consulter, disons, ce journal qui révèle énormément de choses. Et comment la Fédération sioniste allemande a réagi à ces premières mesures antisémites d'Adolf Hitler, donc de février-mars 1933, et face à entre autres, au port de l'étoile jaune, voire même l'étoile de David qui était peinte sur les vitrines des commerces juifs allemands. Vous savez, la formule allemand n'achète pas chez les juifs. Eh bien, j'ai consulté donc le journal de la Fédération suisse allemande, le Jüdische Rundschau, et en particulier le numéro du 4 avril 1933, qui porte un titre. Et ce titre, c'est Tragt ihn mit Stolz den gelben Fleck. Portez-la donc avec fierté, cette marque jaune. Voilà le titre de cet article. Et les autorités suisses allemandes disent ceci. Alors, j'ai publié les originaux en allemand, traduction, je vous donne un extrait de la réaction donc des autorités sionistes allemandes face à Hitler. Et vous allez voir, c'est assez étonnant. Je cite. Nous, Juifs, qui avons été élevés dans l'esprit de Theodor Herzl, d'où la nécessité de connaître ses carnets, entièrement expliqués, synthétisés dans la première partie de mon livre. Nous, Juifs, qui avons été élevés dans l'esprit de Theodor Herzl, nous n'accusons personne aujourd'hui. Nous cherchons seulement à comprendre et à nous questionner sur notre propre culpabilité
et sur la mesure dans laquelle nous avons péché. Les Juifs portent une lourde culpabilité, non seulement parce qu'ils n'ont pas tenu compte de l'appel de Theodor Herzl, mais parce qu'ils l'ont même en partie tourné en ridicule. Il n'est pas vrai que les Juifs sont des traîtres à la nation allemande. S'ils sont coupables d'une trahison, c'est d'une trahison dirigée contre eux-mêmes, contre la communauté juive, parce que chaque Juif n'a pas fièrement affiché sa judéité. Parce qu'il ne voulait rien avoir à faire avec la question juive, il partage la responsabilité de l'humiliation de tous les Juifs. Ceci est un avertissement pour tous les traîtres à la judéité. Celui qui s'éloigne de la communauté en s'assimilant, c'est-à-dire refus du mariage entre Juifs et Allemands. Les Von Nuremberg, vous savez, elles ont rendu service à M. Nissalman. J'irai plus loin tout à l'heure. Celui qui s'éloigne de la communauté en s'assimilant pour améliorer sa propre situation ne devrait pas être récompensé pour cette trahison. Cette attitude envers les renégats contient le début d'une clarification. Être un renégat est honteux, mais tant que le monde y prêtait de l'importance, cela semblait avantageux. Désormais, ce n'est plus un avantage. Un juif est identifié comme tel. On lui applique la marque jaune de David. Le fait que les dirigeants qui ont décrété le boycott aient demandé à ce que les entreprises boycottées soient identifiées par une marque jaune sur fond noir est un symbole terrible. Cette mesure se veut un stigmate, une manifestation de mépris. Nous l'acceptons et nous voulons en faire un insigne d'honneur. Entre autres symboles et inscriptions, de nombreuses vitrines ont été peintes d'une grande étoile de David. Juifs, ramassez-la et portez-la avec fierté. Si le national-socialisme reconnaît cette situation, il souhaitera, sans aucun doute, avoir comme partenaire juif une communauté juive qui attache du prix à son honneur. 4 avril 1933, dans l'édition du Jüdische Rundschau. Face à cette situation,